Imaginez deux retraités, les mêmes 800 000 le même âge de 65 ans, le même style de vie, l'un meurt riche, l'autre ruiné. L'un meurt riche à 92 ans, l'autre finit ruiné à 78. Même marché, même retrait, qu'est-ce qui les distingue? La vérité, c'est que ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas une question de timing sur le marché. Ce n'est pas un actif secret que les riches dissimulent. C'est un schéma. Un schéma discret, prévisible, presque ennuyeux, qui apparaît dans les données encore et encore. Voilà le truc. L'industrie de la retraite le sait depuis des décennies. Simplement, ils n'en font pas leur argument principal. Parce que si tu le comprenais vraiment, tu arrêterais d'acheter les produits qu'ils te vendent. Alors, décortiquons ça. Pourquoi tant de comptes de retraite se heurtent à un mur exactement à 78 ans? Pas à 82, pas à 90, 78. Et surtout, la méthode simple en 3 catégories qui vous garde du bon côté de ce chiffre magique. Pourquoi exactement 78 et pas plus tard? Restez avec moi. Laissez-moi commencer par le mythe que vous avez entendu partout. Vous connaissez la règle des 4%. Prenez votre épargne retraite, multipliez par 4%, voilà votre retrait sécurisé. Prenez votre retraite avec 1 million, dépensez 40 000 par an, ajustez selon l'inflation et ne manquez jamais de rien. Simple, rassurant. Répété à chaque table de cuisine en Amérique. Mais voici l'histoire des origines que la plupart des gens ne connaissent pas vraiment. Un planificateur financier du nom de William Bengen a analysé les chiffres en 1994 en s'appuyant sur les rendements historiques du marché américain. En remontant jusqu'à 1926, il a posé une seule question. Quel taux de retrait aurait survécu à chaque fenêtre de retraite? Chaque fenêtre de retraite de 30 ans présente dans ce jeu de données. Le chiffre auquel il est arrivé était d'environ 4%. Pas 5, pas 6, 4. Ce simple chiffre a discrètement façonné chaque plan de retraite vendu en Amérique depuis. Maintenant, lisez cela attentivement, car la plupart des conseillers passent sous silence 3 détails essentiels qui, en toute discrétion, changent tout à propos de cette règle. D'abord, Bengen a utilisé un portefeuille fortement pondéré en actions américaines, généralement autour de 50 à 75% d'actions. Deuxièmement, il partait du principe que vous rééquilibreriez mécaniquement chaque année, peu importe à quel point l'effondrement du marché vous terrifiait. Et troisièmement, il a supposé une retraite d'exactement 30 ans. Pas 35 ans, pas 40, juste 30, tout pile. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point ce cadre devient fragile lorsque les hypothèses de base changent, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Vivre 5 ans de plus que prévu. Prendre sa retraite dans une mauvaise décennie. Garder trop de liquidités par pure peur. N'importe lequel de ces facteurs, et la règle des 4% cesse discrètement de fonctionner précisément au moment où vous en avez le plus besoin. Mais votre conseiller continue de le répéter, parce que c'est facile à dire, facile à vendre et facile à reprocher plus tard. C'est le piège du confort. On programme, on oublie, on met sa retraite en pilote automatique. Sauf que ce pilote a été conçu pour une seule piste d'atterrissage. La règle fonctionne, jusqu'à ce qu'une décennie précise la brise. Et voici ce qu'il y a d'étrange sur le moment où ça frappe. Cette décennie commence presque toujours vers la 13e année de votre retraite. Et personne ne vous en avertit. Regardons les chiffres. L'Employee Benefit Research Institute, EBRI pour faire court, publie des données puissantes sur les retraités. Pas des projections, pas des simulations, de vrais comptes, de vrais retraits, de vraies courbes d'épuisement chez de vrais Américains qui traversent une vraie retraite. Lorsque l'on regroupe le moment où les retraités rencontrent de sérieuses difficultés, quand leurs économies deviennent insuffisantes pour maintenir leur train de vie, des tendances se dessinent. La médiane se situe quelque part entre 76 et 80 ans. Et juste au milieu de cette fourchette se trouve l'âge de 78 ans. Maintenant, faisons un calcul simple. L'Américain moyen prend sa retraite aux alentours de 65 ans. Ajoutez 13 ans, vous obtenez 78. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une ligne de faille structurelle. Voici la partie contre-intuitive que la plupart des gens ne voient jamais venir.
La plupart des retraités voient en réalité le solde nominal de leur compte atteindre son sommet vers l'âge de 72 ans, des années après leur départ à la retraite. Sur le papier, leur portefeuille paraît plus gros que le jour de leur retraite. Ils se sentent riches. Ils changent de voiture pour un modèle supérieur. Ils font le grand voyage. Ils aident les petits-enfants à payer leurs études. Et puis, discrètement, la courbe commence à s'infléchir. À 75 ans, les retraits commencent à dépasser la croissance. À 77 ans, le solde diminue en dollars absolus et cela s'accélère. À 78 ans, la panique s'installe. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point le fossé de confiance est grand jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les enquêtes montrent que les retraités surestiment systématiquement la durée de vie de leur épargne de 7 à 10 années entières. Leur plan indique 95, leur compte indique 78. Pourquoi? Parce que 3 forces invisibles convergent la 13e année. Laissez-moi vous les présenter une par une. Force numéro 1, le risque lié à l'ordre des rendements. C'est le concept le plus mal compris de toute la planification de la retraite, alors laissez-moi vous l'expliquer lentement. Imaginez 2 retraités. Tous les 2 commencent avec exactement 1 million de dollars. Tous les 2 retirent 50 000 dollars par an, ajustés à l'inflation. Tous les 2 obtiennent exactement le même rendement moyen sur 25 ans. Disons 7% chaque année en moyenne. Vous pensez qu'elles finissent au même endroit, non? Eh bien non, loin de là. Voici pourquoi. Le retraité A profite des bonnes années en premier, de forts rendements positifs des années 1 à 5, puis un passage difficile au milieu, puis des rendements moyens vers la fin. Le retraité A décède avec plus d'1 million de dollars encore sur le compte. Le retraité B obtient exactement les mêmes rendements, mais dans l'ordre inverse. Les marchés baissiers frappent durant les 5 premières années. Même moyenne, simplement inversée. La retraitée B est ruinée dès la 17e année. Même calcul sur le papier, réalité opposée. Et voici précisément pourquoi. Quand vous vendez des actions dans un marché baissier pour financer votre train de vie, vous verrouillez vos pertes de façon permanente. Vous vendez davantage d'actions à un prix plus bas pour ces mêmes 50 000. Ces actions ne pourront plus profiter de la reprise. Les intérêts composés, censés être votre allié pendant 30 ans, deviennent votre ennemi durant les 15 dernières années. Les 5 premières années de la retraite décident presque tout. Les statisticiens appellent cela la fenêtre de fragilité, non sans raison. Prenez votre retraite en pleine expansion et vous avez un énorme coussin. Prenez-la en pleine récession et chaque retrait devient une blessure. Voilà ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Vous ne pouvez pas contrôler ce que le marché vous donnera pendant ces 5 premières années. Vous ne contrôlez que votre réaction. Des retraits rigides de 4% en ignorant le marché garantissent une 3e décennie brisée. Voilà la première force. Le risque de séquence n'est que le début. La 2e force frappe tout le monde, même les plus chanceux. 2e force, l'inflation. Mais pas celle dont on vous rebat les oreilles aux infos chaque mois. Le gouvernement publie l'IPC, l'indice des prix à la consommation, qui suit le panier moyen de biens et services de l'Américain, logement, nourriture, essence, loisirs. Mais les retraités ne dépensent pas comme l'Américain moyen, loin de ce panier-là. Ils dépensent davantage pour ce qui augmente le plus vite, les soins de santé, les médicaments sur ordonnance, les services à domicile, les impôts fonciers et les assurances. Les économistes disposent en fait d'un indice distinct pour cela, appelé CPI-E, qui suit l'inflation spécifiquement pour les Américains âgés de plus de 65 ans. Et année après année, l'indice CPI-E augmente d'environ 0,3 à 0,6 points de pourcentage de plus que l'indice CPI classique. Ça peut sembler peu, mais cumulé sur 13 ans, le coût de la vie réelle du retraité augmente de façon significative. Plus élevé que le chiffre que suit réellement l'ajustement de votre pension de sécurité sociale au coût de la vie. Ajoutez ensuite les soins de santé en particulier. Les frais médicaux pour les personnes de plus de 65 ans ont augmenté de façon composée entre 5 et 7% par an pendant 2 décennies. Ce n'est pas une faute de frappe, 5 à 7%. Pendant ce temps, la règle des 4% suppose que les dépenses augmentent avec l'inflation générale, peut-être 2 ou 3%.
Faites le calcul des intérêts composés. Un retraité qui dépense 15 000 en soins de santé à 65 ans dépense près de 30 000 en soins de santé à 78 ans. Même personne, même assurance, même corps. Facture doublée. Voici le coût caché de Medicare que la plupart des gens ignorent. Medicare ne couvre ni les soins dentaires, ni la vue, ni les appareils auditifs, ni les soins de longue durée. Les plans complémentaires sont utiles, mais ils coûtent de l'argent bien réel. Et chaque année, ces primes grimpent discrètement encore plus haut. Puis vient le grand choc. Aux alentours de 77 ans, l'événement de dépendance survient. Une chute, un AVC, un diagnostic de démence. Du jour au lendemain, vous vous retrouvez face à 8 à 12 000 $ par mois pour un établissement d'aide à la personne, aux 5 à 7 000 $ par mois pour des soins à domicile. Un épisode de dépendance dure en moyenne 2 à 3 ans. Ça, c'est une dépense de 200 000 $ que personne n'avait vraiment prévu dans la petite règle bien nette des 4 %. C'est ainsi que 78 devient la falaise. Ce n'est pas que les marchés se retournent contre toi, c'est que la biologie arrive à l'heure. Passons maintenant au twist central. Le vrai coupable, ce ne sont pas les marchés, ce n'est même pas l'inflation. Voilà la vérité, c'est vous. La troisième force, c'est le comportement. Et celle-ci met mal à l'aise, alors laissez-moi vous le dire franchement, tout de suite. La plupart des retraités sabotent leur propre portefeuille par des choix parfaitement rationnels et humains. Pas des choix stupides, des choix rationnels, humains. Voici le premier piège comportemental, les années dynamiques. De 65 à 72 ans, vous êtes en bonne santé, libre, enfin avec du temps. Alors vous dépensez. Croisière, résidence secondaire, cadeaux généreux à la famille. Pas des dépenses inconsidérées, juste, tranquillement, joyeusement optimiste. Et dans un bon marché, ça semble tout à fait viable, parce que le solde de votre compte ne fait que monter. Puis le deuxième piège se referme. Une chute des marchés survient. Vous avez 71 ans et votre compte perd 15 % en un éclair. Vous paniquez. Vous appelez votre conseiller. Vous transférez une grosse partie en liquidité pour vous sentir en sécurité. Sauf que maintenant, vous avez concrétisé la perte et éliminé précisément les actifs qui se seraient redressés le plus vite. Cette réserve d'argent dictée par la peur pénalise discrètement l'ensemble de votre portefeuille pendant toute la décennie suivante de votre retraite. Le troisième piège est juridique, pas émotionnel. On l'appelle la distribution minimale obligatoire, ou RMD en abrégé. À partir de 73 ans, le gouvernement vous oblige à retirer chaque année un pourcentage de vos comptes de retraite traditionnels. Et vous payez des impôts sur chaque dollar, que vous ayez besoin de cet argent ou non. Le fisc veut sa part. Pour beaucoup de retraités, ce premier retrait obligatoire est un vrai choc. Ils ne l'avaient tout simplement pas prévu dans leur budget, honnêtement. Ils retirent l'argent, paient l'impôt, et leur taux de retrait grimpe discrètement de 4 à 6 %. Et puis, il y a le quatrième piège dont presque personne ne parle. La tranche d'imposition du veuvage, et elle est impitoyable. Quand l'un des conjoints décède, statistiquement, l'un meurt 7 ans avant l'autre, le survivant déclare ses impôts en tant que célibataire. Même revenu, tranche différente. La facture d'impôt sur la sécurité sociale et les retraits obligatoires grimpent soudainement de 20, 30, parfois 40 %. C'est une hausse d'impôt déguisée qui frappe pile dans la tranche des 75 à 80 ans, exactement là où nous nous trouvons. Projetez cela sur 10 ans, et le chiffre devient vraiment moche. Laissez-moi vous montrer en dollars réels. Voici deux archétypes. Tous deux prennent leur retraite à 65 ans avec 800 000 $, même portefeuille, même retrait initial. L'archétype A suit le scénario classique, 4 %, ajusté à l'inflation chaque année, quoi que fasse le marché. Rigide, discipliné, exactement ce que l'industrie enseigne. L'archétype B suit un plan dynamique, avec le même retrait, mais avec des garde-fous. Si le marché chute fortement, ils réduisent les dépenses discrétionnaires de 10 % pendant 1 an ou 2, sans drame. Si le marché s'envole, ils prélèvent un petit surplus et reconstituent leur réserve de liquidité pour le prochain repli.
Il préfinance également un fonds d'amortissement santé à l'âge de 70 ans et effectue de petites conversions Roth pour réduire les futurs retraits obligatoires. Avançons jusqu'à l'année 13, 78 ans. Or, cela dépend fortement de la séquence des rendements qu'ils obtiennent. Je ne vais pas vous promettre un chiffre précis, parce que quiconque le fait vous ment discrètement en pleine face. Mais à travers des milliers de simulations de Monte-Carlo, le schéma reste obstinément identique encore et encore. Archétype A, le rigide, se retrouve souvent à 200 ou 300 000, terrifié en regardant le solde fondre. L'archétype B, le dynamique, est souvent encore assis sur 500, 600, parfois même 700 000 $. C'est un écart de 200 000 $, plus que le salaire annuel de la plupart des gens. Parfois plus que la maison dans laquelle ils vivent réellement. Et cela vient presque entièrement de petits ajustements ennuyeux et sans éclat faits en cours de route. Les intérêts composés jouent dans les deux sens. Un dépassement de 10% la troisième année ne coûte pas 10%, il coûte toutes les années futures de croissance cumulées. En plus, chaque retrait que vous effectuez maintenant part d'une base réduite. De petites décisions deviennent d'énormes conséquences au fil des décennies. L'écart à 78 ans est plus grand que la plupart des salaires. L'archétype B n'est ni plus intelligent, ni plus chanceux. L'archétype B est flexible. Voici la véritable contre-thèse, et c'est là qu'il faut être attentif. Le principal facteur d'épuisement de la retraite, ce ne sont pas les marchés, ce n'est pas la santé, ce ne sont même pas les impôts. C'est la rigidité des retraits. Traiter un plan conçu en 1994 comme s'il s'agissait de physique. Des études montrent que les retraités qui adoptent des stratégies de retrait flexibles, basées sur des règles, préservent 150 à 250 000 de plus, sur 30 ans, face à ceux qui suivent mécaniquement la règle des 4%. Voilà le coût caché du sentiment de sécurité. Voilà pourquoi 78 est le point d'inflexion statistique. Ni le destin, ni la médecine, l'année où le plan rigide finit par se fissurer. Elle se heurte à trois forces qui s'additionnent en même temps. La séquence, l'inflation et le comportement, et le mur à 78 ans s'effondre. La vraie sécurité n'est pas un taux fixe. La vraie sécurité s'adapte. C'est ça, la vraie richesse, au lieu de simplement paraître riche. C'est la différence entre un retraité qui garde son mode de vie et un autre qui finit par demander de l'aide à ses enfants. Alors, qu'est-ce qui fonctionne vraiment? Voici le cadre. Décomposons-le. Il y a 4 éléments en jeu. Je vais vous présenter chacun d'eux en termes simples. Pensez à la pièce qui vous manque en ce moment même. Élément numéro 1, le système a 3 compartiments. C'est la colonne vertébrale qui soutient tout votre plan de retraite. Vous répartissez votre argent en 3 enveloppes selon le moment où vous comptez réellement dépenser chaque euro. Le premier compartiment, ce sont les liquidités et équivalents. Compte d'épargne à haut rendement, fonds monétaires, bons du trésor à court terme, rien d'exotique. Elle couvre 1 à 2 ans de vos dépenses courantes prévues. Pas 5 ans, pas 10, juste 2. Son rôle, payer vos factures sans jamais vous obliger à vendre vos actions dans un mauvais marché. Le compartiment 2, ce sont les obligations et les revenus stables, des obligations à moyen terme, quelques CDs échelonnés, des actifs à dividendes qui travaillent ensemble. Ce compartiment couvre les 3 à 7 prochaines années de dépenses, remplissant discrètement le premier compartiment au fil du temps. Il vous donne de quoi puiser lorsque le marché boursier traverse une année vraiment difficile. Le troisième compartiment, c'est la croissance pure, principalement des actions. Des fonds indiciels larges, diversifiés, ennuyeux, qui font un travail discret et patient. Il contient tout ce qui va au-delà de 7 ou 8 ans. Pas pour le loyer du mois prochain, pour plus tard. Son rôle est de croître discrètement pendant la seconde moitié de la retraite pour continuer à vous financer au-delà de 78 ans. L'intérêt de cette structure est autant psychologique que financier. Et voici pourquoi cela compte par-dessus tout. Quand les marchés chutent de 30% et que les infos hurlent à la panique, tu regardes le compartiment 1 avec calme. Vous voyez 2 années de trésorerie juste là. Vous n'avez rien à vendre.
Vous attendez. Vous laissez le compartiment croissant se rétablir à son propre rythme, sans panique, sans vente forcée. Ce simple changement de comportement vaut bien plus que n'importe quel ratio de frais que vous pourriez traquer ou économiser. Élément numéro 2. Les garde-fous. C'est la règle de flexibilité qui distingue directement l'archétype B de l'archétype A. Au lieu d'ajuster aveuglément vos retraits en fonction de l'inflation chaque année, vous définissez en réalité deux limites claires autour de votre portefeuille. Limite supérieure. Si votre portefeuille dépasse un certain seuil, vous pouvez vous accorder une augmentation. Plafond bas. Si votre portefeuille passe sous un certain seuil, vous réduisez vos retraits d'environ 10%. 10% au fait, c'est bien plus facile à vivre que la plupart des retraités ne l'imaginent. Un repas au restaurant en moins par semaine, un voyage prévu reporté ou l'achat d'une nouvelle voiture différée. Personne ne meurt de faim. Cette petite coupe au pire moment vous fait économiser 100 000 $. Troisième pièce, remplis les seaux, mais uniquement depuis la force, jamais, au grand jamais depuis la faiblesse ou la panique. Quand le compartiment croissance connaît une grosse année de hausse, vous prenez quelques gains et vous rechargez le compartiment 2. Quand le deuxième seau vous paraît confortable, vous remplissez à nouveau le premier. Cet enchaînement, c'est vraiment toute l'astuce cachée. On ne vend jamais ses actifs de croissance pendant une année baissière pour acheter ses courses. Presque personne ne le fait vraiment. Leur conseiller a mis en place des retraits mensuels fixes prélevés proportionnellement sur l'ensemble du portefeuille, dans les bonnes années comme dans les mauvaises. Quatrième pièce, un fonds santé constitué avant 70 ans, totalement distinct de vos 3 enveloppes habituelles. Entre 65 et 70 ans, mettez de côté 50 à 250 000 strictement pour les imprévus médicaux. Vous n'y touchez pas pour les croisières, les petits-enfants ou une nouvelle toiture. Il reste là à fructifier tranquillement. Attendre patiemment que le choc de santé à 77 ou 78 ans finisse par frapper votre foyer. Quand cela arrive, vous avez des munitions. Votre enveloppe de croissance n'a plus jamais à saigner pour les urgences. Et encore une chose, pendant les années creuses entre la retraite et le moment où la sécurité sociale entrera pleinement en vigueur plus tard, environ 65 à 73 ans, vous avez une opportunité fiscale rare que la plupart des retraités manquent complètement et totalement. Vos revenus sont temporairement bas, votre tranche d'imposition est temporairement basse. C'est le moment idéal pour convertir en Roth. Vous transférez des portions de votre compte de retraite traditionnel vers un Roth en payant l'impôt aux taux actuels, bien plus bas. Cela réduit vos futurs retraits obligatoires. Chaque dollar converti est un dollar qui ne sera jamais forcé de sortir à 73 ans plus tard. Jamais taxé à nouveau. Jamais gonflant la tranche d'imposition de veuve qui écrase votre conjoint après votre décès éventuel. Bien mené, les conversions Roth pendant les années creuses peuvent valoir 6 chiffres sur l'ensemble d'une retraite. Alors, mettez tout ça en place. 3 compartiments pour ne jamais vendre en pleine baisse quand les marchés s'effondrent. Des garde-fous pour que tu plies au lieu de rompre. Des recharges puisées dans la force pour que les intérêts composés restent fermement de ton côté. Ajoutez un fonds santé pour qu'un choc médical à 77 ans ne vienne pas déchirer complètement votre moteur de croissance. Et les conversions Roth dans la soixantaine pour que le fisc ne prenne pas une grosse bouchée supplémentaire à 73 ans. Voilà, c'est tout le cadre. Rien d'exotique, rien de propriétaire. En vérité, c'est assez simple. Il ne nécessite pas de compte spécial, ni de conseiller coûteux, ni de produits d'assurance accompagnés d'une brochure de 15 pages. Cela demande simplement un peu d'attention. 1 fois par an. Peut-être 2 si vous voulez être vraiment minutieux. Voilà ce que la plupart des gens ignorent au sujet de leur propre retraite, et c'est un peu gênant, honnêtement. Le retraité moyen consacre plus de temps à organiser de simples vacances qu'à examiner l'argent censé lui durer des décennies. 30 ans de retraite, et on y consacre moins d'attention structurée qu'à une semaine pour réserver un séjour à la plage. 2 heures par an, assis avec un tableur ou votre conseiller, à vous poser honnêtement 3 questions simples. Les compartiments sont-ils équilibrés? Dois-je ajuster? Dois-je convertir davantage d'argent en Roth? 2 heures par an, c'est la différence entre mourir riche à 92 ans et se retrouver ruiné à 78.
Une dernière chose détermine si ce cadre tient, et ce n'est pas les maths. C'est la discipline quand elle compte le plus. La discipline en année 2, quand le marché s'envole et que tu sens que les garde-fous sont trop prudents. Ou en année 7, quand une crise éclate et que les médias vous poussent à tout vendre. Le cadre ne fonctionne que si tu le suis vraiment quand ça te semble mauvais. C'est ce qu'on ne dit pas tout haut. Voilà pourquoi si peu de retraités atteignent 90 ans avec de l'argent restant. Non pas parce qu'ils ne savaient pas, parce que sur le moment, ils n'ont tout simplement pas agi. Revenons donc à nos 2 retraités du début. 800 000, même condition. 65 ans, même marché. L'un meurt riche à 92 ans, l'autre ruiné à 78. Maintenant, tu connais la vraie différence. Ce n'était pas de la chance. Ce n'était pas un bon coup en bourse. Ce n'était pas un conseiller miracle. C'était la structure. C'était la flexibilité et la volonté de faire de petits ajustements ennuyeux quand cela semblait inutile. C'est ainsi qu'on évite la falaise des 78 ans. Non pas en prédisant le marché, mais en concevant un plan plus intelligent. Un plan qui n'a pas besoin de prédire le marché. Si ceci vous a aidé à voir la retraite autrement, une faveur. Abonnez-vous à Andy explique l'argent. Prochainement, nous décortiquons le vrai coût d'une demande anticipée de la sécurité sociale. Le chiffre à 62 surprend presque tout le monde, et l'âge précis auquel la plupart des gens devraient en réalité faire leur demande. Voici la vérité. La plupart des retraités laissent entre 60 000 et 160 000 $ sur la table, simplement en réclamant la mauvaise année. Cette décision, combinée à la leçon d'aujourd'hui, est ce qui compte vraiment. Voilà ce qui distingue les retraités épanouis de ceux qui paniquent en silence.